merci. Je vais commencer parce qu'en fait, le fameux rapport de l'INSPQ, c'est parti de quelque chose, d'un mouvement de cette île. Ça va me permettre de vous donner toutes les informations, la mise en contexte qui a mené à la production de ce fameux rapport. Et par la suite, au rapport du comité de travail dont je fais partie, le rapport qui s'intitule « Rapport et recommandations du groupe de travail sur les projets uranifères de la Côte-Nord ». Donc, conflit d'intérêts, si c'en est un, j'étais membre de ce groupe de travail-là. Donc, je n'étais pas la porte-parole, mais actuellement, le groupe est dissous, donc je ne me fais pas la porte-parole du groupe, mais plutôt comme une des membres qui était impliquée, puis j'ai quand même un certain regard critique, on pourra s'en reparler là, dans les échanges par la suite. Donc, au niveau de la présentation, bon, ça c'est mon plan, donc je vais commencer une certaine partie, ensuite je vais passer la parole à mon collègue pour ensuite revenir pour la conclusion du fameux rapport en question. Donc, au niveau de la mise en contexte, on s'est intéressé au dossier au début de l'année 2008. Il y a un ingénieur dans notre région qui s'appelle Razvan Popescu, le conjoint d'une collègue, qui, je ne sais pas trop comment, est venu qu'à savoir qu'il y avait un projet uranifère dans la région, donc un projet d'exploration. Donc, personne ne connaissait la présence de cette compagnie-là sur notre territoire. La mairie, les élus ne savaient pas du tout ça. Donc, il a tenté d'informer plusieurs personnes et ensuite il s'est tourné vers nous, les médecins, pour nous mettre en garde. Donc, on ne connaissait vraiment pas le dossier. On était un peu surpris aussi parce que c'est un mot qui frappe l'imaginaire et qui peut inquiéter. Donc, on s'est mis à lire la littérature pour se rendre compte que la littérature était peu abondante. Donc, rien pour nous rassurer finalement. On a tenté par plusieurs moyens polis d'ouvrir le dialogue avec la santé publique. Ça ne fonctionnait pas. On a pris une position en 2008, là, environ 34 médecins du C3S de cette île, à l'effet que nous, on s'opposait qu'il y ait de tels projets là, dans notre région. Donc, parce qu'on connaissait très bien là, les effets de la radioactivité sur la santé humaine. À ce moment-là, la direction de la santé publique était sortie dans les médias en disant trouvait que les médecins avaient un discours alarmiste et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter à la phase d'exploration parce que, selon eux, il n'y avait pas de risque ni de danger. À ce moment-là aussi, il y avait eu une certaine grogne là, où les gens commençaient un peu à s'inquiéter. Il y avait eu des petites manifestations sans plus à cette île et la conférence régionale des élus avait décidé d'organiser un colloque sur l'exploitation uranifère donc, en mai 2009. Donc, il y a plusieurs personnes ici qui sont venues participer. Le problème, c'était un peu pour permettre à la population d'aller chercher le maximum d'informations. Sauf que ça se passait sur les heures de travail. Donc, la participation citoyenne, je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle a été assez faible. Donc, on est resté sur notre faim par rapport à cela. En juillet 2009, il y a la communauté Innu de Ouachat-Macmahon-Tenam qui avait fait parvenir une mise en demeure à la compagnie minière pour stopper ses activités. Donc, nous, ce qui a jeté un peu le feu aux poudres, c'est qu'on a appris qu'il y avait eu l'émission d'un permis pour construire une route pour se rendre au fameux site d'exploration. Puis nous, on ne saisissait pas très bien, c'était quoi les différents permis, mais pour nous, c'était clair qu'il allait y avoir une mine s'il y avait une route qui se construisait. Donc, on a senti une urgence d'agir et comme nos moyens polis n'avaient pas fonctionné, on a décidé, un peu naïvement, d'écrire au ministre Bolduc, signifiant notre départ éventuel si une mine voyait le jour. Donc, c'était à la fin de la session parlementaire, là, on est au mois de décembre, il y avait plusieurs dossiers chauds, donc on s'était dit ça va passer, ça va être lettre morte, là, comme toujours, il ne va rien se passer. Donc, c'est moi qui étais en charge des communications, j'ai envoyé ça en copie conforme aux médias. Pour me réveiller le lendemain matin, et c'était la crise politique au Québec. On ne parlait que de ça. Les médias étaient rendus à cette île. C'était la crise à l'hôpital parce que là, les gens étaient convaincus qu'on avait tous démissionné. Donc, les gens appelaient à l'hôpital pour savoir qu'est-ce qui se passait de leur rendez-vous, de leur chirurgie, etc. Donc, ça a occupé pas mal tout le monde.
Donc, on s'est fait connaître là, non seulement au Québec, on en parlait partout, mais même au Canada anglais, puis à l'international. Donc, ça a duré environ, ce cercle médiatique, je dirais, environ 2 semaines. Au début, la nouvelle, c'était la démission des médecins. On n'était pas très habile au niveau des communications avec les médias, mais à un moment donné, on a réussi à attirer l'attention sur le fait que nous, on voulait dénoncer l'exploration, l'exploitation urânifère. Donc, tranquillement, on était capable de le faire, mais ça n'a pas été facile. Il y a même le Collège des médecins qui s'en est mêlé, parce que vous ne serez pas étonné que l'industrie uranifère a voulu ouvrir une enquête à notre sujet, comme quoi on avait dérogé à notre code de déontologie. Donc, on a dû écrire une lettre au Collège des médecins un peu pour préciser que ce n'était pas le cas, on était toujours en poste, que ce n'était pas une action concertée, que s'il allait avoir des dépenses, c'était sur une base individuelle, puis au gré de chacun, là, donc on n'allait pas tous partir en même temps. Donc, on a rassuré le Collège des médecins qui a fermé le dossier et qui nous a laissé faire. Donc, suite à cela, pour gérer la crise médiatique, on nous a envoyé la délégation de l'Institut national de santé publique, qui était à ce moment-là dirigée par Alain Poirier. Ils sont venus, tout un groupe de l'Institut national, accompagné du docteur Rénal Poutier, qui justement avait écrit l'année précédente, comme quoi on était alarmiste et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Donc, puis on a discuté aussi par téléphone avec le ministre. Ce qui a été annoncé, c'est la création du fameux comité de travail pour étudier la question. Puis suite à cette rencontre-là, nous, un des gains importants, c'est que finalement, la santé publique avait dit que justement l'acceptabilité sociale d'un projet, ça constituait une préoccupation réelle et importante qui devrait être considérée dès l'étape initiale d'exploration. Je pense qu'ils ont compris que la santé, c'est pas juste la santé physique, donc tout le côté psychologique qui doit être étudié. Donc, la composition du groupe, il y avait bien sûr le directeur de la santé publique de la Côte-Nord qui dirigeait, 2 médecins, dont moi et mon collègue pneumologue, Dr. Rimbaud. La ville de Sept-Îles était représentée, la MRC de la Mingani. Donc, il y avait un maire d'une des petites communautés de Béjoine-Pitts. Il y avait un représentant de la communauté Innu, 2 citoyens de Sept-Îles, un citoyen militant, Marc Fafard, qui va présenter aussi au symposium, et un professeur à la retraite qui enseignait les mathématiques au Cégep. Il y avait également le ministère des Ressources naturelles qui siégeait, le ministère de l'Environnement, et on a fait venir des organismes comme l'INSPQ pour venir nous expliquer comment ils allaient faire la revue de littérature, l'analyser. On a fait venir aussi la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour nous expliquer tout le processus, leur rôle, émission des permis, etc. Donc, le mandat du groupe, au départ, ça devait être d'étudier l'ensemble de la filière nucléaire, donc de l'exploration jusqu'aux centrales nucléaires. Parce que nous, ce qu'on disait, c'est qu'on ne pouvait pas dissocier les différentes phases. Finalement, puis bon, moi, j'étais pas d'accord, mais ça s'est comme centré plus sur les phases d'exploration, d'exploitation, parce que sur la Côte-Nord, ils disaient qu'il n'y aura jamais de centrale nucléaire, et le mandat, c'était d'informer la population de Sept-Îles et de l'ensemble de la Côte-Nord sur les risques à leur santé entourant un projet uranifère. Donc, pour ce faire, le groupe de travail devait recenser, analyser, générer des connaissances scientifiques objectives et de s'assurer de la diffusion auprès de la population. Donc, puis pour eux, ben, à ce moment-là, c'était vraiment de voir l'exploration, l'exploitation et la restauration du site, également la surveillance à long terme. Donc, ça s'arrêtait là. Donc, c'est un travail qui devait durer 2 ans. Ça a duré 4 ans avant qu'on ait le rapport de l'Institut national de santé publique. Et entre-temps, on a fait des publications, des vignettes qui étaient publiées dans les journaux de la Côte-Nord, qui prenaient les pages centrales, qui reprenaient plusieurs termes pour expliquer, pour que la population ait les notions de base pour bien comprendre les conclusions de l'Institut national de santé publique et les conclusions du rapport de notre comité de travail. Donc, tout ce qui était, par exemple, l'exposition à la radioactivité, les effets sur le corps, le radon domiciliaire, les technologies faisant appel aux radiations, le cadre légal, les déterminants de la santé, l'extraction du minerai, la concentration, la fermeture, le transport et même les impacts psychosociaux d'une mine d'uranium. Donc,
Je vais passer la parole à mon collègue qui, lui, va vous présenter le fameux rapport de l'INSPQ qui permis c'était une partie, nous, de notre travail. Donc, c'est pas l'ensemble du travail parce que les médias étaient sortis de dire, ben, finalement, ça dit pas grand-chose, c'est pas alarmant. Mais ça étudiait juste l'impact sur la santé physique et psychologique. Mais nous, on a vu vraiment tout le cadre réglementaire et on a ratissé vraiment large pour pouvoir émettre des recommandations et je vais revenir pour vous en parler. Merci Isabelle, merci d'avoir fait tout ce travail-là depuis 2008. Alors moi, je me nomme Éric Montebas, je suis professeur agrégé à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et je suis membre de l'Association canadienne de médecins pour l'environnement et des autres groupes. Je vais vous présenter donc le rapport final de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec. Ça va être un peu un marathon de faire ça en quelques minutes et je vais un peu commenter les résultats de l'INSPQ en même temps. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais je ne suis pas neutre dans le débat. J'ai été dans des personnes très actives lors de la fermeture de la centrale nucléaire Gentilly 2, donc ça a été un de nos débats. Alors, l'Institut national de santé publique, je vais vous mentionner quels étaient les objectifs, la méthodologie. Donc, on a parlé essentiellement des cancers, des autres pathologies, des problèmes chromosomiques, des issues de grossesse, et on parle beaucoup du futur, de la faisabilité des études. Alors, le but, l'INSPQ, documenter l'ensemble des impacts sanitaires engendrés par les mines d'uranium. Et comme Isabelle venait de dire, on a parlé à la fois d'exploration, d'exploitation, stockage, transport, gestion des résidus. Il s'agissait en fait d'une étude de faisabilité, d'une évaluation du risque toxicologique et radiologique. Donc, on voulait voir les effets biologiques, mais aussi psychologiques et sociaux. Alors, l'étude comme telle, c'est ce qu'on appelle une étude épidémiologique standard, une revue de la littérature systématique. Et les banques de données utilisées, c'est quelque chose de très standard en recherche médicale. C'est les trois principales banques qu'on appelle Medline, Embase, Cochrane. Ils se sont limités vraiment à la littérature la plus importante. Il y a beaucoup de littérature grise qui n'a pas été revue par l'INSPQ. Ça a été leur choix. Une méta-analyse, en fait, pour ceux et celles qui ne sont pas dans le domaine, ce qu'on fait, c'est qu'on prend plusieurs études et on regroupe ensemble des études, par exemple, de cancer du poumon qui ont été faites, par exemple, au Kazakhstan, aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. On regroupe tous les patients ensemble pour essayer d'avoir une puissance statistique, pour essayer d'avoir une conclusion. Parce que beaucoup d'études sont très petites et la plupart des études n'arrivent à aucune conclusion. En faisant une méta-analyse, on arrive à avoir des données vraiment probantes. C'est pas facile à faire. Alors, ce qu'on mesure, c'est l'association entre une exposition à quelque chose, l'uranium et une pathologie quelconque. Et on essaie de voir un certain degré de confiance. Alors, regardez, c'est assez étonnant, mais dans le monde, il n'y a que 11 études originales qui ont été faites qui s'intéressent à la présence d'une mine d'uranium et d'impact sur la santé, 9 qui s'intéressent au cancer, une sur les aberrations chromosomiques et une sur les issues de grossesse. Je ne parle pas de l'impact chez les travailleurs et les travailleuses parce que c'est vraiment au niveau de la population générale. Alors, quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer? Pour le cancer du poumon, il y a une augmentation de l'incidence du cancer du poumon qui est probablement attribuable au travail minier. Les femmes, il n'y a pas d'augmentation du cancer du poumon et il y a une plausibilité biologique qui est vraiment importante. Alors, vous voyez les produits de filiation de l'uranium qui se dégradent jusqu'en bas. Vous voyez radon, polonium, qui sont des produits très cancérogènes au niveau du poumon. C'est bien connu. Alors, voilà pour le poumon. Pour les leucémies, c'est intéressant. Il y a une suspicion d'une faible augmentation de risque et il y a un parallèle qu'on peut faire avec des méta-analyses, dont des grandes études qui ont été faites en périphérie de centrales nucléaires. Alors, vous allez voir un tout petit peu, pour les gens qui ne sont pas beaucoup dans le système, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne une méta-analyse, c'est pas compliqué. Alors, ici, vous avez 5 études. Le point ici, en fait, c'est le nombre de patients dans l'étude, très peu quand le point est petit, beaucoup quand le point est gros, et la base, c'est l'intervalle de confiance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La première étude en haut, Boyce 2000, et quand vous voyez la ligne en bas avec le 1, quand on est à droite du 1, ça veut dire qu'il n'y a plus de cancer. Quand on est à gauche du 1, ça veut dire qu'il y a moins de cancer. Alors ici, il semble y avoir un peu plus de leucémie, ici un peu moins, ici dans les grosses études, plus de leucémie. Et la conclusion, c'est toujours le dosage que vous avez à la fin. Alors ce qu'on peut dire, c'est que dans les leucémies, il semble y avoir une augmentation, on est au-dessus de 1 à peut-être 1,25, quelque chose comme ça. Il semble y avoir plus de leucémie autour des mines d'uranium. Il faut être très prudent. On extrapole à partir de 5 études, et si on veut être scientifique, quelqu'un pourrait me dire que le point réel, il n'est pas à droite du 1, il est à gauche du 1. Quelqu'un pourrait m'objecter en disant, vous avez vu de publications, il y a peut-être moins de leucémie autour des mines d'uranium.
Et le problème est entier est là. Il y a si peu d'études qu'il est très, très difficile de conclure de façon certaine avec ces études-là. Alors, je vous montre un peu les conclusions de l'INSPQ. Donc, leucémie, peut-être un peu plus de leucémie. Si je regarde les grosses méta-analyses qui ont été faites autour de centrales nucléaires, alors Baker, Mangano, Katch, et ça, c'est des gros papiers. Alors, de façon statistiquement significative, on voit ici l'incidence et la mortalité. Chez les enfants de 0 à 9 ans, en bas de 16 km, il y a 24% de plus de mortalité autour des centrales nucléaires et l'incidence des leucémies de 22% plus élevée. Alors, dans les grandes méta-analyses qui ont été faites autour des centrales nucléaires, il y a une association entre la présence d'une centrale nucléaire et l'augmentation des leucémies hors de tout doute. Une association, ce n'est pas un lien de cause à effet. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a les centrales nucléaires et il y a les leucémies. Il faut essayer de l'expliquer après. Bon, la fameuse étude de Kick en Allemagne qui montre en fait que plus on est proche d'une centrale, plus il y a des leucémies. Et ce que vous voyez ici, c'est la distance de la résidence. Donc, moi, ce que j'ai dit, c'est, elle a dit, il n'y a pas de preuve comme quoi il y a des problèmes. J'ai dit, moi, il n'y a pas de preuve comme quoi il n'y a pas de problème. Donc, ça dépend comment on regarde ça, mais le principe de précaution s'impose dans ce cas-ci. Donc, ce qui est sorti, c'est que les aspects humains étaient négligés, même pendant la phase d'exploration. Donc, les conclusions, je vais essayer de m'en souvenir par cœur pour ce qui est des aspects psychosociaux. C'est, bon, tout projet minier, que ce soit uranifère ou pas, amène des problèmes psychosociaux, des inégalités. Souvent, on voit que c'est à proximité des populations autochtones qui, souvent, vont vivre avec les conséquences et n'auront pas le fruit de cette exploitation-là. Mais ce qui était spécifique aux mines d'uranium, c'était la méfiance que les gens, la population avait envers les autorités qui devaient réglementer tout ça et l'industrie. Donc, ce qui peut amener une détresse importante, là, surtout, comme je disais tantôt, le mot uranium, en soi, ça génère beaucoup d'anxiété. Donc, le groupe de travail se questionnait aussi sur la capacité des organismes réglementaires à appliquer les lois et les règlements. Donc, je vous rappelle que nous, on avait rencontré les différents organismes, les deux ministères impliqués dans ce dossier-là, donc de l'environnement et au niveau des ressources naturelles. Donc, il y a des normes, il y a des lois, mais c'est des lois qui n'ont pas de dents. Donc, il n'y a pas de conséquences vraiment. Il y a des avertissements, il peut y avoir des amendes, mais il manque aussi des gens sur le terrain, c'est ce qui est ressorti, qui va pouvoir vérifier, aller constater s'il y a des dépassements de normes, des choses comme ça. Donc, sur papier, ça peut paraître beau, mais dans les faits, comme on l'applique, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, ça, c'est ce qui est ressorti. Ça ne faisait pas partie du mandat de l'INSPQ d'évaluer ça. Donc, nous, comme je vous disais, on avait un mandat beaucoup plus large, qui ratissait large, et ça, c'était une des conclusions. On avait eu des réponses floues de la part des différents organismes. Le groupe constatait aussi que la double juridiction, donc au niveau provincial et fédéral, et la diversité des lois et règlements rendent la compréhension complexe, voire même obscure pour les citoyens. Ce qui ressortait aussi, c'est qu'il y a une déclaration de 0.1 quand on retrouve cette concentration-là de radioactivité, de minerais d'uranium. C'est pas du tout cohérent parce qu'il y a des mines qui sont en opération dans le monde, puis qui sont rentables, puis qui fonctionnent à des niveaux de concentration inférieurs. Puis plus on a des concentrations qui sont faibles, plus la quantité de résidus radioactifs qu'on va devoir gérer va être importante. Donc, et au contraire, plus c'est concentré, moins il va y avoir de déchets radioactifs à gérer à perpétuité. Quand la CCSN, ça c'est la Commission canadienne de sûreté nucléaire, est venue nous rencontrer, ils sont venus nous expliquer que lorsqu'ils considèrent que le site est maintenant sécurisé, il est repris à ce moment-là par les provinces qui doivent s'assurer qu'il y a une restriction d'utilisation et qui doit faire la surveillance sur des milliers d'années. Ce qui nous a surpris, c'est que, puis ce qui venait confirmer, ça c'est mon opinion personnelle, non pas l'opinion du groupe, c'est que la CCSN n'est pas complètement impartiale dans ce dossier-là. Donc elle ne se finance que par l'émission de permis. Donc il n'y a pas d'autre type de financement.
Donc, pour eux, pour garder leur job, ben, il faut qu'il y ait des mines en opération puis qu'il y ait des nouveaux permis qui soient émis. Donc, puis on voit qu'ils poussent très, très fort. Là. Dès qu'on sort, les militants sortent des articles, on voit le président de la CCSN qui prend son temps et qui répond à chaque petite lettre d'opinion, ou presque, écrit dans les journaux médicaux pour dénoncer les collègues qui s'impliquent aussi. J'ai fait partie de débats télévisés à Canal Savoir avec la CCSN. Donc, ils mettent beaucoup d'énergie un peu pour essayer de préserver leur image puis de continuer à recevoir leur financement via les permis. Le groupe de travail a aussi émis de sérieuses réserves concernant la durée des suivis et la capacité d'en mesurer les impacts. Donc, on parle de gestion sur des milliers d'années. Donc, j'ai écouté une émission, je ne me souviens pas c'était qui, un chercheur, je pense en anthropologie, je ne suis pas très certaine, qui disait dans quelle langue va falloir qu'on transmette l'information pour que les gens sachent où sont les sites contaminés dans des milliers d'années. Donc, c'est une logistique qui n'est pas à négliger non plus. Là. On a une responsabilité pour les générations futures. Donc, le groupe de travail a constaté qu'il y avait un manque d'études d'après le rapport de l'INSPQ et recommandait de faire plus d'études sur les populations autour des mines, autant d'opérations que celles qui ont cessé leurs opérations. Également, mon collègue en a parlé, qu'on devrait mesurer le bruit de fond, parce que déjà la population est exposée. Donc, quand on est dans une région qui a un potentiel uranifère, donc déjà, il y a une exposition, soit via le radon domiciliaire, via certains organismes, par exemple, qui concentrent les moules, le poisson, etc. Et donc, ça, ce n'est pas fait. À ce que je sache, le projet dans les Monts-Atiches, ça n'a pas été fait non plus. Quand on a commencé à parler de ça, le projet était déjà pas mal d'exploration avancée. On est en train de préparer la phase avancée d'exploration. Aussi, le constat, puis ça, l'INSPQ ne le faisait pas, c'était vraiment juste par rapport à la radioactivité, mais c'était de caractériser les autres contaminants qui proviennent des mines d'uranium. Donc, comme autre constat, puis recommandation, le groupe recommande de prendre en considération la contamination du sol, recommande aussi d'étudier la dispersion des contaminants. Entre autres, le ministre Simard, à l'époque, c'était le ministre délégué aux mines, il disait de toute façon, il n'y en a pas de problème, parce qu'on parlait de la dispersion via le radon, et de toute façon, ça disparaît dans 3 jours. Donc, il n'y avait aucune notion de la chaîne de dégradation de l'uranium, les concepts de demi-vie. Pour lui, là, puis il dit, inquiétez-vous pas, on va tout le sortir, votre uranium, vous ne serez plus exposé. Petite parenthèse. Aussi, le groupe recommandait de poursuivre l'analyse justement de l'exposition naturelle au radon et de mettre en place des mesures préventives, qu'il y ait projet ou non, parce que ça, c'est vraiment un problème de santé publique important. Comme on disait, les aspects psychosociaux, on considérait que c'était négligé par les promoteurs, puis par les organismes réglementaires. On s'est rendu compte, là, puis c'est pas juste comme je disais dans les dossiers de l'uranium, je pense que c'est le dossier minier en général, mais le spectre d'une mine d'uranium génère encore plus d'anxiété, c'est que la population a besoin de garder un sentiment de contrôle, ce qui n'est pas le cas. Donc on est souvent à la merci, ou on est toujours à la merci des décideurs qui savent ce qui est bon pour nous. Aussi, le groupe s'interrogeait sur la notion d'entente de gré à gré parce qu'on a vraiment fait un survol de la présente loi sur les mines et où, même au stade d'exploration, un propriétaire qui pourrait avoir un potentiel uranifère là, sur ses terres doit gérer ça de gré à gré avec le promoteur. Donc, lui a tous les moyens de se défendre, les avocats, et monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas nécessairement ses droits et qui n'a pas le budget pour se défendre. Il recommandait aussi qu'il y ait des mécanismes qui permettent la participation des citoyens. Donc, au départ, on nous disait qu'on était alarmiste. Finalement, la conclusion du groupe de travail, c'est qu'on avait raison de s'inquiéter, la population de cette île puis les médecins de cette île. Donc, puis que d'autres études étaient vraiment nécessaires.
Puis ce qu'on a apprécié aussi, puis on souhaite que ça puisse se passer pour plein d'autres projets, mais la façon de faire a fait ses preuves et devrait être un outil exportable pour tout projet minier ou projet industriel important. Donc, je vous ai mis la référence là, sur le site web pour avoir le fameux rapport qui n'est pas très volumineux. C'est que je vous encourage à aller voir ça. Donc, je vous remercie. Pour les présentations, je pense qu'elle va être disponible à la fin. Il me semble que Hugo Lapointe me disait ça. Fait que si vous avez un intérêt, ben, on peut demander que ce soit sur le site, évidemment, qu'elle soit toute mise sur le site comme ça. Vous n'avez pas besoin de moi pour analyser ça, mais je vais prendre les questions néanmoins. Oui, monsieur. Merci, madame. C'est M. David de la Chambre de l'Église. Je suis avec l'association Village de Faléa, la ville de la Lyon. Je voudrais poser une question parce que, au vu de l'exposé, on a compris que tous les incidents au niveau de la population, c'est le cas des mines en exploitation, d'uranium en exploitation. Étant donné que nous, au Mali, la mine qui nous intéresse est en phase d'exploration. Donc, il serait très intéressant pour nous s'il y a des éléments concernant les mines en phase d'exploration. C'est pour le compléter. Déjà, durant la phase d'exploration, ils ont pratiquement plus d'un millier de forages d'exploration, oui, avec des petits trucs de centaines de diamètres, où ils ont mis un tube qui est à l'air libre comme ça. Bien, effectivement, puis ça, il y a certaines études, parce que moi, je suis tombée, je n'ai pas la référence avec moi, mais que ça peut, ces trous-là, ces forages-là peuvent être comme une forme de cheminée qui fait en sorte que le radon est aspiré puis rejeté dans l'atmosphère. Mais il n'y a pas beaucoup d'études. Par contre, vous, ce que vous devez faire, c'est parce que nous, c'est comme ceux qui ont essayé de nous dire, on n'avait pas besoin de s'inquiéter, c'était juste de l'exploration. Mais on ne peut pas dissocier les différentes phases. Il faut vraiment dire, si on fait de l'exploration, c'est pour exploiter. Puis si on exploite, c'est pour des centrales nucléaires, puis certaines fois pour de l'armement. Puis voici toutes les implications. Mais oui, je pense théoriquement, il peut y avoir des impacts environnementaux, justement, parce qu'il y a des émanations, ça fait une forme de cheminée qui peut aspirer, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'études. Puis peut-être que mon collègue a peut-être vu des choses que moi, je n'ai pas vues, mais c'est important que vous disiez, on ne peut pas dissocier les différentes phases. Ils essayent d'analyser sur le terrain. Ils ont produit un rapport qui sont à leur niveau, mais ils disent qu'il y a... Le taux de radiation est assez élevé dans la zone, en cause de ces forages-là, oui, selon le rapport naturel. Mais est-ce qu'avec l'élévation de ce taux de radiation, ça peut affecter la population? Bien, dépendant des mesures, c'est sûr, comme on disait, il n'y a pas de dose qui est sécuritaire de radioactivité. Donc, si dans certaines zones, c'est assez élevé, dans d'autres, c'est bas. Oui. Mais ce qui est important, c'est que vous, en même temps, bon, il n'y a pas vraiment de normes de comment ça devrait se passer. Nous, la même chose, on avait eu accès aux normes internes de la compagnie qui faisaient en sorte que les trous devaient être bouchés. Quand on avait un groupe de vigilance sur le territoire là, qui faisait vraiment du travail digne d'espionnage industriel, qui se rendait sur les lieux, c'était pas bouché, il y avait de la contamination d'hydrocarbures. Des fois, les gens annonçaient leur visite, puis les capes, donc les bouchons étaient fraîchement faits, quasiment de la veille, pour montrer qu'ils suivaient quand même certaines normes. Mais je vais voir si mon collègue peut ajouter quelque chose. Et puis, il y a une chose aussi, ils font le forage de façon avec le mécanisme hydraulique. Donc, ils déversent cette eau dans la nature. Oui. Mais est-ce que ça peut contenir des produits qui puissent toucher à la santé de la population? En fait, comme vous êtes à la phase du début, c'est maintenant qu'il faut voir la toxicité environnementale, la toxicité humaine. C'est vraiment à ce stade-là. En fait, idéalement, ça aurait été avant. Il faut voir quel est le rayonnement naturel, puis l'incidence de tout. C'est des grosses études épidémiologiques. Ça a été fait à votre niveau, parce qu'on a un point de
OK. Mais aussi l'incidence des cancers dans la région. Quelle est l'incidence naturelle du cancer du poumon chez l'homme, chez la femme, de la leucémie, du cancer colorectal, des oesophage, du cancer du rein, de l'insuffisance rénale, du diabète, emphysème. Puis on prend une photo avant de commencer le projet. On suit la population de façon prospective dans le temps, ou on compare avec une autre région qui est loin. Puis ça, il faut mettre de l'argent, beaucoup d'argent tout de suite pour faire ça, parce qu'on ne peut pas le faire, à moitié. Il faut le faire très bien avec une bonne méthodologie ou pas le faire, parce que pas le faire, ça mène nulle part. Mais moi, juste voir c'est quoi la radioactivité naturelle, ça serait un bon point pour commencer, parce que c'est pas quelque chose qui est si difficile. Puis normalement, ben, dans le monde, on ne devrait jamais dépasser 1 millisievert par année. Et il y a fort à parier que si les tubes sont ouverts et le radon sort à l'extérieur, que ce soit pas mal plus que ça. Ça, c'est parce qu'on a installé des capteurs à radon. Ouais. Même ces données sont à mettre. Mais vous savez, le radon, ce qui se passe là, c'est que les mineurs sont maintenant moins exposés parce que le radon est pompé à l'extérieur. Mais le radon est 7 fois plus lourd que l'air. Alors, ce qui se passe, c'est que le radon sort, voyage au niveau du sol, et en 4 jours, il peut faire quelques centaines de kilomètres. Fait que ce que vous allez faire, c'est exposer toute une population en aval du vent au radon et aux produits de filiation du radon, polonium et compagnie. Donc, il est clair, puis il y a des études intéressantes qui ont été faites, entre autres, je me rappelle, en Roumanie, qui montraient l'incidence de cancer en aval du vent, quand le vent pousse tout le temps dans une certaine direction. Donc, il y a plus de contamination en aval. Le radon, c'est un bon exemple, parce qu'on sait qu'il voyage assez rapidement, puis il est plus lourd que l'air. Mais tout ça pour dire que, d'abord, il faut que le travail soit fait, et ça coûte beaucoup de sous. Et en parallèle, c'est toutes ces petites études-là dans le monde qui vont nous amener probablement à des conclusions vraiment probantes d'ici quelques années. Des fois, ça prend 2-3 études de plus avec la puissance statistique, puis on est capable de dire de façon définitive, hors de tout doute, ben, les risques sont tels, ils sont là ou ils ne sont pas là. Mais pour l'instant, on a des signaux inquiétants, mais malheureusement, on ne peut pas dire des choses de façon certaine. Scientifiquement, on n'a pas le droit de le dire. Mais je pense que vous êtes au stade où il faut vraiment faire des études environnementales et en santé publique dès maintenant. Puis voir tout l'aspect aussi stress, anxiété, population, ça c'est un élément qui est... Parce que, t'en as parlé, mais le rapport de la santé publique, le rapport final mentionnait effectivement ça. Stress, anxiété, dépression, l'impact, inégalité sociale, plus de violence dans les communautés, voire drogue, prostitution et compagnie, parce que c'est une communauté qui explose complètement avec ces projets miniers-là dans les populations autochtones. Fait que ça, c'est des certitudes. Le reste, c'est des inquiétudes, mais l'impact social, psychosocial, je pense que c'est plus du domaine de Dr. Gingras, mais ça, c'est fort, fort, fort inquiétant. Malheureusement,